tous, ici Ravdel, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, encore une fois on va parler de standard aujourd'hui, et on a quitté le Proto Arcana of Tarkir, on y reviendra peut-être, il y a toujours beaucoup de decks à voir sur ce Proto, on va juste s'intéresser là aux quelques decks qu'on n'a pas encore vus, et qui sont sortis dans le top 8 du Grand Prix Los Angeles, comme vous pouvez le voir, ici Grand Prix Los Angeles. Daniel Scheid, si je prononce bien son nom, est arrivé premier avec un Gruul Monsters. On va regarder ça plus le deck de Denis Ulanov, Red Deck Wins. On fera aussi un petit détour par la decklist d'Eric Pay, qui a aussi joué Red Deck Wins, et on ira voir celui qu'on ne présente plus bien entendu, surtout sur YouTube, Brad Nelson, qui va nous présenter son Mardu Midrange. En parlant de Brad Nelson, on fera, j'espère aussi, je vais tout faire pour, on va revenir un peu sur le Proto Arcana of Tarkir pour présenter son deck Boros Token, son Boros Mac comme il l'appelle. Donc voilà, on va essayer de voir ça, et on verra aussi, vu qu'on est en France, un petit peu de deck Cocorico. On ira voir le Mardu Walker de Raphaël Lévy, notre Hall of Famer, bien entendu. On ira voir son deck. Je sais pas si Jérémy Desani a fait une grosse perf. On va peut-être aussi regarder son deck. Je verrai ce qu'il a fait, surtout je verrai si c'est pas un deck qu'on a déjà vu. En tout cas, aujourd'hui, Gruul Monsters, merci d'être là, on va détailler ce deck qui a fait donc premier au Grand Prix Los Angeles. C'est parti, donc Gruul, hein, bien entendu, Gruul c'est vert, rouge, vert, deux couleurs qui ont toujours été jouées ensemble dans Magic. On va voir pourquoi ce deck est intéressant. Gruul Monsters, pourquoi? Parce qu'il va y avoir de grosses bêtes, on va mettre de grosses bêtes, et donc ça s'apparente principalement à un mid-range Gruul, en fait, hein, on l'appelle Gruul Monsters parce qu'il met de grosses bêtes, et Gruul Monsters c'est un petit peu, c'est comme Red Deck Wins, c'est un titre tout trouvé pour ce genre de deck, mais c'est donc en effet un Gruul mid-range, avec une composante rampe, hein, toujours une petite composante rampe, parce qu'on est en vert, une bonne composante rampe même. On va voir ça tout de suite avec la base de créatures. Vu qu'on est Monsters, il y a une bonne base de créatures. On reviendra sur le mana un peu plus tard. Les créatures, 4 elfes mystiques. Voilà, on veut ramper. Donc on va faire son tour 1 elfe mystique, potentiellement son tour de coursière de Crufix. On ne présente plus cette carte qui est une star depuis qu'elle est sortie en Born of the Gods. Sylvan Caryatide. Voilà, Sylvan Caryatide, c'est pareil, c'est une créature solide qui donne un mana de la couleur qu'on veut, ça permet de ramper pour 2 mana avec Hexproof, donc c'est vraiment très solide. Et pour finir la composante rampe, on va finir par 2 Rattleclaw Mystique teinte griffe, qui est la nouvelle petite star, hein, moi j'ai entendu parler de cette carte comme étant un nouveau noble hiérarque. C'est quand même pas noble hiérarque, mais tout de même, c'est vraiment une carte très intéressante. Donc 2 mystiques teinte griffe pour encore plus ramper. Comme vous pouvez le voir, il y a 10 producteurs de mana, plus les coursières qui accélèrent beaucoup le mana. Donc c'est un deck qui veut vraiment ramper, hein, qui veut vraiment aller tout de suite dans les hauts coups en mana. Et pourquoi, me direz-vous, ma bonne dame? C'est tout simple, pour mettre des grosses bêtes. Voilà, Monsters, grosse bête. On commence par 4 Stormbreath Dragon. Dragon au souffle de tempête. Je ne me rappelle plus exactement le nom en français. Stormbreath Dragon, 4/4 pour 5 vols, hâte, protection contre le blanc. Protection contre le blanc, ça a une certaine légitimité dans le format, vu qu'il y a Banishing Light. Dans le format, il y a toujours Chain to the Rocks, qui est complètement joué. Je sais pas ce que fait ma chatte, mais elle est en train de faire n'importe quoi vers les fils. Et si tu te barrais, toi, hein? Donc Stormbreath Dragon, je reviens là-dessus. 5 mana, 4/4 vol, hâte, protection contre le blanc, c'est vraiment très très fort. Et on ne présente plus cette carte, hein, sa monstruosité est géniale pour 7. On lui donne +3/+3 déjà, donc ça devient une 7/7 vol. Quand elle devient monstrueuse, elle inflige à tous les adversaires un nombre de dégâts égal au nombre de cartes dans votre main. Donc ça fait un direct blast en plus, qui est très intéressant. Un direct blast
rouge sans dépenser de cartes. Une monstruosité vraiment très intéressante. Donc Stormbrief Dragon, depuis qu'il est sorti, il a toujours été vraiment joué. Et là, on le retrouve dans Gruul Monsters avec une autre carte qu'on ne présente plus, bien entendu, qui est là en 3 exemplaires dans ce deck. Polukranos, la valeur de monde de World Eater. Donc une 5-5 pour 4, c'est énorme, une 5-5 pour 4 comme body à mettre sur le champ de bataille. Je peux vous dire, vous êtes frais. 5-5, ça a une certaine légitimité aussi, vu qu'on a beaucoup de Siege Rhino, rhinocéros de siège que jouent les Abzan. Et cette créature est 4-5 piétinement. Et donc là, on a une 5-5 qui peut se battre et tuer donc les rhinocéros tout en potentiellement restant sur le champ de bataille, donc mettant une grosse pression sur le board. Voilà, Polukranos, on le présente plus, sa monstruosité 2x, 1 vert, qui donne plus x. Quand il est monstrueux, il inflige x dégâts répartis comme vous voulez. Et en fait, il va se battre contre les créatures sur lesquelles vous allez appliquer sa monstruosité. Ça permet de gérer plusieurs créatures en une seule bête. Polukranos tour 4, tour 5 potentiellement une monstruosité déjà à 2. Ça peut tuer 2 tokens d'un Rabble Master, hein, d'un Maître Plébien Gobelin. Ça a quand même une énorme légitimité dans le format. Moi j'aime énormément Polukranos. C'est pour ça d'ailleurs j'en avais rajouté un dans mon propre deck Abzan Midrange à côté des Rhinocéros de siège. Parce que ça bat Rhinocéros de siège et potentiellement ça peut être une meilleure réponse à Maître Plébéien de mon point de vue. Ça a plutôt payé, donc je suis content de cette carte. Franchement, une très bonne carte dans le format Polukranos. On est parti avec 2 Genesis Hydra, qui sont des cartes qui nous viennent de M15 pour 2 verts et X. Donc en gros, ça arrive en tant que XX. XX sur le champ de bataille, ce qui est déjà pas mal. Et en plus, ce qui fait tout l'intérêt de cette carte, c'est quand vous le lancez, vous pouvez révéler les X cartes du dessus de vos bibliothèques et vous pouvez mettre une carte non terrain qui coûte X ou moins parmi celles-ci directement sur le champ de bataille. Et directement sur le champ de bataille, c'est vraiment très très fort. Imaginez, vous avez 7 mana, pour 7 mana vous mettez une 5-5, vous allez regarder 5 cartes du dessus de vos bibliothèques et mettre sur le champ de bataille une carte, potentiellement un Polukranos, potentiellement on voit un Ashclud Phoenix, potentiellement un Stormbrief Dragon, donc c'est vraiment très très fort. Et on voit la liste d'arpenteurs aussi qu'il y a après. Vous pouvez mettre un des arpenteurs, vu que ce deck joue 3 Xenagos et 2 Sarkhan, on va y venir. Donc Genesis Hydra, quelque chose qui va être en haut de la courbe de mana et qui va vous permettre d'enfoncer le clou, d'amasser une grosse créature ou une série de grosses créatures sur le champ de bataille. Vraiment très fort. Jouer une carte pour au final en jouer 2, c'est fort. C'est plus qu'un card advantage pour moi, parce que le card advantage, on va devoir jouer les cartes. Là, c'est vraiment un card advantage, mais sur le board. C'est vraiment très très bon comme carte. Genesis Hydra en 2 exemplaires. On finit par un Ashclud Phoenix pour 4. Alors ça, on l'a vu pas mal aussi au Pro Tour dans les différentes moudures de Jeskai Winds. Jeskai Tempo, on a vu Jeskai Tempo. En fait, ce deck maintenant s'appelle Jeskai Winds. Il a été rebaptisé. Ashclud Phoenix pour 4, une 4-1 vol. Quand il meurt, vous le remettez sur le champ de bataille muet. Vous pouvez le démuer pour 6. Et quand il est démué, il fait 2 points de dégâts à tous les adversaires. Donc une espèce de cycle sympathique de Phoenix qu'il faut quand même arriver à activer, hein, parce que c'est 4 adémorphes. Mais tout de même, pour 4, une 4-1 vol, on va pas cracher dessus. C'est vraiment une très bonne carte. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus de cette carte? Typiquement, il faut 2 façons de la gérer pour vraiment la gérer. Ce qui en soi est plutôt pas mal. Obliger l'adversaire à faire un 2 pour 1 si on la met pour 4, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ashclud Phoenix. Et ça peut potentiellement arriver en tant que 2-2 au tour 3 si on a besoin de bloquer tôt dans la partie. Donc sympa. Et il y en a une d'ailleurs dans le side, hein, on verra ça plus tard. Une Hornet Queen, une reine des frelons, une carte que j'adore personnellement, tout simplement parce que je l'ai joué beaucoup en AP M15 et que cette carte fait vraiment une grande magie qui n'est pas vraiment descriptible. C'est une 2-2 vol Death Touch pour 7 dont 3 verts. Oui, ça coûte cher, mais quand elle arrive sur le champ de bataille, vous mettez 4
1-1, insecte, vol avec Death Touch, donc avec toucher mortel. Et donc vous avez 5 bêtes avec toucher mortel sur le champ de bataille. Le grand ennemi de cette carte est bien entendu Drown in Sorrow, un chagrin accablant. Drown in Sorrow, vu que ça tue tout ce qui spawn de Hornet Queen, bien entendu. Mais tout de même, cette carte est vraiment très très bien. Et on n'a pas forcément énormément de Anger of the Gods dans le format en main deck. Excusez-moi. De Drown in Sorrow main deck, de mass removal, à part les decks ultra contrôle qui vont en jouer. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le seul que je vois personnellement, c'est bleu-noir contrôle. Il y a des espers, mais qui percent pas vraiment et qui jouent les End Hostilities, hein, les Vras blanches pour 5. Donc voilà, il y a vraiment une fenêtre en fait pour jouer Hornet Queen. Et on voit qu'il y en a d'ailleurs 2 en side. Donc ça prouve que cette carte a vraiment une bonne niche dans ce format. On est parti ensuite avec, donc là on a vu tous les monstres, hein, tous les monstres, vous pouvez voir, il y a de l'Hydra, il y a du Phoenix, il y a du Polukranos, du Stormbreath Dragon, il y a vraiment du monstre. Donc on est vraiment dans le thème. On est parti pour les instants, donc les éphémères et les sorcery, les rituels. On est parti donc pour les spells. On a bien entendu 4 Lightning Strike. C'est assez indispensable dans ce deck pour avoir une réponse assez rapide sur le champ de bataille contre les decks très aggro. Ça, typiquement, ça tue des maîtres plébéiens gobelins. C'est ça, c'est fait pour ça. On n'a pas envie de les voir. Soit ce deck fait en gros tour 1 elfe mystique, tour 2 coursière pour avoir quelque chose à mettre en face d'un maître plébéien. Soit tour 1 forêt, tour 2 montagne, en gros, hein, fetché ou pas. Et on va pouvoir faire une Lightning Strike sur n'importe quelle menace qui arrive. Une chevaucheur de Mantis, un Mantis Rider, hein, ou un maître plébéien. Voilà, on est plutôt bien dans le hood avec 4 Lightning Strike et 3 griffes du cratère. Pourquoi se priver de griffes du cratère quand on l'a dans le format et qu'on joue bien entendu des monstres? La férocité, on va quasiment tout le temps l'avoir. C'est un rituel, certes, mais ça peut coller tellement de dégâts. Surtout, bien entendu, on a des Nykthos, un ici et un en side. On parlera d'ailleurs du sideboard après, pourquoi on a un Nykthos en side. Mais Kratos Claw, avec une créature avec férocité, si vous avez 7 mana, et ben, ça fait sa bagatelle de 8 points de dégâts. Sans compter les producteurs de mana que vous avez sur le champ de bataille. Ça fait vraiment énormément de dégâts. Donc Kratos Claw, très très bien. Griffe du cratère. Bien entendu, ce deck, on joue une tétrachier. Et donc, je joue les 4, 3 en main deck et 1 en sideboard. Tout à fait normal. On est en rouge-vert, et bien entendu, rouge-vert, on va passer directement à Sarkhan, le Lang Dragon. Bien entendu, ce deck a accès à cet arpenteur magnifique, qui vous donne des Stormbreath. C'est en gros 2 autres Stormbreath Dragon, peut-être en mieux. Parce qu'on a la possibilité de détruire des créatures avec le -3. Sarkhan, bien entendu, on n'est vraiment pas surpris de le voir ici. Il y en a 2 main deck, il y en a un dans le sideboard. Voilà, on est dans le thème. Maître des monstres, c'est un monstre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de la valeur de Sarkhan? Je ne vois pas. On va pas non plus aller en mettre 12 000, bien entendu, parce que ça coûte cher. C'est un arpenteur. Si on en a 2 en main, c'est un peu une carte morte. C'est toujours la même problématique avec les arpenteurs. Hein. On ne peut pas mettre 2 Sarkhan, vu qu'en fait, c'est comme des légendaires. Du temps que vous avez un arpenteur Sarkhan sur le champ de bataille, vous ne pouvez pas mettre un autre arpenteur Sarkhan. Sinon, vous devez choisir un des deux et le virer du champ de bataille. Donc voilà pourquoi on ne voit pas souvent des arpenteurs en 4 exemplaires dans les decks. La 2 Sarkhan, ça me semble tout à fait justifié. Et 3 Xenagos également, qui va arriver plus tôt, qui va aider à soit ramper, de manière magistrale d'ailleurs, soit mettre des bêtes. Et franchement, les bêtes de Xenagos, même si ça ne le fait pas EP en fait en loyauté, il restera toujours à 3 en loyauté ou à l'endroit où il est dans sa loyauté. Mettre des 2-2, une 2-2 tous les tours pour rien, c'est vraiment très 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 fort. Donc Xenagos, bien entendu, The Reveler, celui de Theros, qui est dans cette decklist en 3 exemplaires. Voilà, pas 4, comme on vient de le dire, 3 seulement, tout à fait normal. Donc voilà la decklist. On va partir sur les terrains. Les terrains, c'est pas très difficile. On a une chier de forêt, bien entendu. 7, une chier de montagne, 6,
Et ensuite, on va avoir Fetch et Temple. Alors, ce deck nous fait une alchimie avec 4 Temples et 5 Fetch. On a 4 contreforts boisés et une lande venteuse. On voit les versions Carnage ici. Pourquoi plus de Fetch que de Scry? Vu la base de mana en fait, et les nombres de créatures qui nous donnent du mana, on va quand même assez rapidement arriver à notre plein potentiel de mana. Pour moi, c'est comme ça que je l'analyse. Déjà, il n'y a que 23 landes, hein, c'est quand même assez peu. Et au final, si on compte, on a 23 landes et 10 créatures qui nous donnent du mana. Donc en gros, 33 sources de mana, plus 4 coursières qui nous accélèrent encore plus le mana. Donc on peut se permettre non seulement de mettre moins de terrain à la base, mais aussi de mettre des fetch. Parce qu'on rappelle, fetch, c'est un land qui va chercher un land. Donc en gros, c'est comme jouer de land, ça nous épure le deck. On enlève les terrains de notre deck. Et donc c'est pour ça que Daniel Scheid a pris le parti, sûrement en testant beaucoup, de mettre donc 4 temples et 5 fetch dans sa mana base. On pourrait se demander, mais il aurait pu mettre plus de Scryland, moins de fetch. Le pari a été fait ici sur une mana base qui est vraiment compréhensible. Donc vraiment pas de souci là-dessus. Il a mis une lande plutôt qu'une fondrière, bien entendu, puisque le deck a vraiment envie d'avoir son mana vert rapidement. On regarde toutes les cartes qui ont du vert, 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 vert. On a du triple mana vert. Donc voilà, on a seulement une... on a quand même beaucoup de double coloré en rouge. Hein. Rouge, double coloré en rouge et double coloré en rouge. Mais si on met des cariatides, si on met des mystiques ou si on met un Xenagos, on aura ces mana rouges. Donc le vert est vraiment dominant. On voit donc 7 forêts, 6 montagnes, 4 temples, 5 fetch et un Nykthos. Nykthos, c'est assez normal de le voir ici. Puisque, comme vous pouvez le voir, on l'a vu, hein, on vient de le voir, en passant les cartes en revue, il y a beaucoup de double mana coloré, triple mana coloré dans le coup des créatures. Donc Nykthos a une place. On dirait que Daniel Scheid n'a pas forcément, se laisse l'option en fait, mais n'a pas forcément envie d'investir. Il aurait très bien pu mettre 6 forêts, 5 montagnes et 3 Nykthos par exemple. Hein. On peut se demander pourquoi il n'a pas fait ça. Tout simplement parce que ce n'est pas son optique. Sûrement il n'a pas envie d'avoir trop de mana en fait. Il n'a pas besoin d'avoir trop de mana, à part pour Kratos Claw hein, peut-être. Mais voilà, du temps qui... C'est vrai qu'en y repensant, c'est assez bizarre parce qu'il y a quand même Genesis Hydra, Hornet Queen et Kratos Claw qui sont vraiment des gouffres à mana. Mais après, le deck fait quand même énormément de dégâts juste avec 3 Polychronos, 4 Stormbrief Dragon, les Arcanes et un Shclud Phoenix qui arrive assez rapidement sur le champ de bataille. Donc je pense qu'il a fait en fait l'équation de son côté et qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de ramper aussi fortement. Parce que Nykthos, ça fait vraiment ramper le deck en mana très très fortement. On voit que là, il en a mis qu'un, et il en a un aussi dans son sideboard. Ça va nous permettre de transitionner sur le sideboard. On va commencer par ce Nykthos Shrine to Nyx. Je pense qu'il le rentre contre... possible qu'il le rentre contre... sûrement pas contre aggro, mais contre mid-range... mid-range plutôt axé late game et contrôle pour arriver à ramper plus rapidement avec par exemple le Kratos Claw qui reste en fait pour essayer de faire énormément de dégâts avec. Alors j'aimerais bien avoir exactement la version de Daniel Scheid parce que ça me semble avec 2 Genesis Hydra aussi. Oui, d'accord, ok. Si, avec 2 Genesis Hydra, c'est quand même beaucoup plus clair. Parce que il y a un truc important que vous devez savoir avec Genesis Hydra, c'est quand vous le castez, vous faites l'effet. Donc, en gros, ça passe les contresorts. Ça va les passer complètement. Même si Genesis Hydra est contré, il a été lancé, même s'il a été contré, donc son effet va avoir lieu. Et donc, ce deck va beaucoup plus
s'orienter vers caster une Genesis Hydra avec beaucoup de mana. Contre contrôle, qui ne pourra pas contrer. Donc on va mettre une grosse bête qui ne va pas pouvoir être contrée sur le champ de bataille. Typiquement une Hornet Queen. D'ailleurs, on peut voir qu'il y en a 2 autres dans le cimetière, dans le sideboard. Donc je pense que tout ça va ensemble en fait. Un Nykthos, 2 Hornet Queen, 2 Genesis Hydra. Peut-être un Kratos Claw aussi. On va enlever peut-être les Lightning Strike ou d'autres créatures. Des choses qui nous font un peu moins ramper, mais on va vraiment capitaliser sur Genesis Hydra, qui a cette capacité très intéressante de passer contrôle. Donc voilà, pour moi c'est ça. Je pense que ce deck rentre aussi le Sarkhan supplémentaire contre contrôle, parce que s'il est résolu, une 4-4 indestructible, dur à gérer, quand même très très dur à gérer, un Arpenteur et une 4-4 indestructible, voilà, ça fait quand même la game. Donc on voit un sideboard quand même pas mal orienté contre contrôle. À l'inverse, on va voir le sideboard contre aggro, bien entendu. Contre aggro, assez simplement, 3 Hunger of the Gods. Ça me paraît assez clair en fait, hein. Ça permet d'éliminer typiquement on peut penser au deck qu'on a déjà reviewé, hein, Jeskai Tempo par exemple. Jeskai Tempo joue 4 Mantis Rider, des plébéiens gobelins, des Seeker of the Way qui meurent tous sur Hunger of the Gods, et pareil sur les versions Red Deck Queens qu'on verra la prochaine fois mes amis. Hunger of the Gods, donc très très bon removal, ça fait le café contre aggro. Donc voilà, on a passé donc Kratos Claw, il nous reste principalement Destructive Rivalry. Alors à votre avis, Destructive Rivalry, contre quoi cette carte? Ah, ça c'est intéressant ça. Oh, très intéressant. Pour ceux qui me regardent, on va faire un quiz tout simplement. Pourquoi ce deck inclut Destructive Rivalry dans cette decklist sideboard? Qu'est-ce qui est ciblé par cette carte en fait? Je donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Je trouve ça super intéressant au final. Je donnerai la réponse Destructive Rivalry dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est censé cibler dans le format? Pour moi, il y aura principalement 2 très bonnes réponses. Que je vois personnellement, 2 très bonnes réponses à Destructive Rivalry. Donc voilà, dites-moi, essayez de trouver pourquoi cette carte est dans le sideboard. La réponse, on la donnera quand on reviewera Red Deck Queens, ça vous fera un petit peu cogiter. Et on a un Unravel the Aether. Unravel the Aether, c'est tout simplement pour gérer des enchantements qu'on va pas pouvoir détruire avec Destructive Rivalry, dont par exemple les dieux. Les dieux, donc des Nissa par exemple, qui vont être très très durs. On va gérer tout ce qui est autour de Nissa, mais pas Nissa. Comment il s'appelle ce dieu? Le dieu vert. Le dieu vert. Nissa? Non, c'est pas Nissa. Nissa, c'est l'arpenteur. Le dieu vert. Bref, c'est le dieu vert. Clairement, c'est le dieu vert qui est ciblé par Unravel the Aether. Vu que les autres ne sont pas joués. On a vu des Purphoros. On a vu des Purphoros notamment qui peuvent être ciblés par Unravel the Aether. Sinon, il y a des Farika qui sont joués. Donc en gros, voilà, tous les dieux typiquement Unravel the Aether, vu qu'on n'a pas accès à Deicide. Voilà tout simplement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à répondre à la question. Donc pourquoi 3 Destructive Rivalry? Quelles sont principalement les 2 cartes pour moi qui sont ciblés par Destructive Rivalry, et voilà, j'espère que ça vous fera cogiter. J'espère que vous avez apprécié cette review donc du premier du Grand Prix Los Angeles. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, et notamment la prochaine qui sera Red Deck Queens, hein. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, et si vous voulez parler de Magic et de ce deck, n'hésitez pas, et surtout répondre à la question, faites-le en commentaire de cette vidéo. Normalement par là en bas, voilà, il devrait y avoir la petite mention pour s'abonner, et les commentaires sont en dessous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui font ça régulièrement sur mes vidéos, je vous adore, merci. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus les amis, on verra la prochaine fois Red Deck Queens. Ciao ciao.
tous, ici Ravdel, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, encore une fois on va parler de standard aujourd'hui, et on a quitté le Pro Tour Khan of Tarkir, on y reviendra peut-être, il y a toujours beaucoup de decks à voir sur ce Pro Tour, on va juste s'intéresser là aux quelques decks qu'on n'a pas encore vus, et qui sont sortis dans le top 8 du Grand Prix Los Angeles, comme vous pouvez le voir, ici Grand Prix Los Angeles. Daniel Scheid, si je prononce bien son nom, est arrivé premier avec un Gruul Monsters. On va regarder ça plus le deck de Denis Ulanov, Red Deck Wins. On fera aussi un petit détour par la decklist d'Eric Pay, qui a aussi joué Red Deck Wins, et on ira voir celui qu'on ne présente plus bien entendu, surtout sur YouTube, Brad Nelson, qui va nous présenter son Mardu Midrange. En parlant de Brad Nelson, on fera, j'espère aussi, je vais tout faire pour, on va revenir un peu sur le Pro Tour Khan of Tarkir pour présenter son deck Boros Token, son Boros Mac comme il l'appelle. Donc voilà, on va essayer de voir ça, et on verra aussi, vu qu'on est en France, un petit peu de deck Cocorico. On ira voir le Mardu Walker de Raphaël Lévy, notre Hall of Famer, bien entendu. On ira voir son deck. Je sais pas si Jérémy Desani a fait une grosse perf, on va peut-être aussi regarder son deck. Je verrai ce qu'il a fait, surtout je verrai si c'est pas un deck qu'on a déjà vu. En tout cas, aujourd'hui, Gruul Monsters, merci d'être là, on va détailler ce deck qui a fait donc premier au Grand Prix Los Angeles. C'est parti, donc Gruul, hein, bien entendu, Gruul c'est vert, rouge, vert, deux couleurs qui ont toujours été jouées ensemble dans Magic. On va voir pourquoi ce deck est intéressant. Gruul Monsters, pourquoi? Parce qu'il va y avoir de grosses bêtes, on va mettre de grosses bêtes, et donc ça s'apparente principalement à un mid-range Gruul en fait, hein, on l'appelle Gruul Monsters parce qu'il met de grosses bêtes, et Gruul Monsters c'est un petit peu, c'est comme Red Deck Wins, c'est un titre tout trouvé pour ce genre de deck, mais c'est donc en effet un Gruul mid-range, avec une composante rampe, hein, toujours une petite composante rampe parce qu'on est en vert, une bonne composante rampe même, on va voir ça tout de suite avec la base de créatures, vu qu'on est Monsters, il y a une bonne base de créatures, on reviendra sur le mana un peu plus tard. Les créatures, 4 elfes mystiques, voilà, on veut ramper, donc on va faire son tour 1 elfe mystique, potentiellement son tour de coursière de Crufix. On ne présente plus cette carte qui est une star depuis qu'elle est sortie en Born of the Gods, et Sylvan Caryatid. Voilà, Sylvan Caryatid, c'est pareil, c'est une créature solide qui donne un mana de la couleur qu'on veut, ça permet de ramper pour 2 mana avec Hexproof, donc c'est vraiment très solide. Et pour finir la composante rampe, on va finir par 2 Rattleclaw Mystique teinte griffe, qui est la nouvelle petite star, hein, moi j'ai entendu parler de cette carte comme étant un nouveau noble hiérarque. C'est quand même pas noble hiérarque, mais tout de même, c'est vraiment une carte très intéressante. Donc 2 mystiques teinte griffe pour encore plus ramper. Comme vous pouvez le voir, il y a 10 producteurs de mana, plus les coursières qui accélèrent beaucoup le mana. Donc c'est un deck qui veut vraiment ramper, hein, qui veut vraiment aller tout de suite dans les hauts coups en mana. Et pourquoi, me direz-vous, ma bonne dame? C'est tout simple, pour mettre des grosses bêtes. Voilà, Monsters, grosse bête. On commence par 4 Stormbreath Dragon. Dragon au souffle de tempête. Je ne me rappelle plus exactement le nom en français. Stormbreath Dragon, 4/4 pour 5 vol, hâte, protection contre le blanc. Protection contre le blanc, ça a une certaine légitimité dans le format, vu qu'il y a Banishing Light. Dans le format, il y a toujours Chain to the Rocks, qui est complètement joué. Je sais pas ce que fait ma chatte, mais elle est en train de faire n'importe quoi vers